Chers téléspectateurs, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce programme, l'invité de la rédaction du groupe Congo Média. Nous recevons aujourd'hui M. Claubert Ibinda, il est le président de la Convention nationale des écoles privées du Congo. Avec lui, nous allons évoquer la question de la rentrée scolaire en cette période de Covid-19. M. Claubert Ibinda, bonjour et merci de nous recevoir. Bonjour monsieur. Alors la rentrée scolaire en cette période de Covid-19, les raisons pour lesquelles l'école avait été fermée au mois de mars dernier prévalent encore aujourd'hui. Il s'agit notamment du risque de contamination des élèves, mais pourtant, au mois de septembre prochain, l'école va devoir rouvrir en République du Congo. Alors, vous avez des craintes? Bon, mais il faut d'abord avouer que jusqu'à maintenant, la date de la rentrée n'est pas connue. Ça signifie que au niveau du gouvernement, je crois qu'ils ne sont pas encore prêts. La preuve d'habitude, ça commence par la tenue du Conseil national au niveau de l'enseignement. Jusque-là, cette date n'est pas annoncée, moins encore celle de la rentrée prochaine. Et nous attendons la décision du gouvernement. Et pendant ce temps, nous sommes en train de réfléchir. Ça, c'est évident. Alors, venons sur la situation de l'école privée congolaise. Vous avez sollicité du gouvernement à corps et à cri, on peut dire un amortissement des chocs dus au Covid-19. Alors, que redoutez-vous si le gouvernement ne venait pas à donner une réponse favorable à votre sollicitude? Oh, nous ne redoutons rien. Je crois qu'il faut d'abord dire que nous sommes super optimistes dans cette situation. Parce que nous nous disons que si le gouvernement va nous aider, ce n'est pas parce que nous avons fait la demande. Il s'agit d'un gouvernement responsable qui connaît très bien la place qu'occupe l'école privée congolaise dans la société, dans le système éducatif en lui-même. Et laisser mourir l'école privée, c'est laisser mourir aussi l'école publique. Et quand le gouvernement est responsable, évidemment, des solutions doivent être trouvées. Aujourd'hui, nous endurons beaucoup de problèmes. Vous avez notre personnel qui, depuis mars, n'a pas eu de salaire. Nous avons, pour ceux qui sont locataires, il y en a qui sont à cette date même déjà délogés parce qu'il y a des logeurs qui n'ont pas accepté de supporter pendant des mois et des mois et ne pas recevoir leur loyer. Et tout ça, c'est des problèmes. Donc pour nous, nous sommes optimistes que le gouvernement, qui est un gouvernement responsable, finira par faire un geste en notre faveur, tout en ayant conscience que nous ne sommes pas les seuls à avoir sollicité l'aide. Et le gouvernement, c'est comme un père qui a plusieurs enfants. Quand tous les enfants ont faim, il doit savoir donner un morceau à chaque enfant. L'essentiel, c'est de calmer la faim. Et nous pensons que ça va arriver. L'essentiel est que ça arrive à temps. Parce que là, nous sommes en train d'attendre la rentrée, comme vous avez dit. Mais si cette aide-là ne vient pas avant la rentrée, nos problèmes vont s'empirer. Et c'est évident que les difficultés au niveau de l'école privée vont s'aggraver. Et à risque que certaines écoles privées à ce moment-là ne rouvrent pas? Bon, nous ne sommes pas tellement suspendus à cette aide de l'État, parce que nous sommes conscients. Mais il y a quelque chose qu'il faut savoir, que l'école privée congolaise ne dépend pas des promoteurs. Nous, on a, comme on le dit souvent, on a comme privé les structures. Les enfants ne sont pas nos enfants. Et vous voyez bien que même l'école privée, pour fonctionner, a besoin justement des contributions des parents d'élèves. En mars, dès que les contributions des parents d'élèves se sont arrêtées, et immédiatement aussi, tout s'est arrêté. Donc nous estimons que tant que les parents d'élèves pourront continuer à nous faire confiance, tant que la situation financière aussi des parents pourrait être assainie, il y a l'espoir que l'école privée puisse rouvrir les portes. Mais la condition aujourd'hui, c'est l'évolution de la pandémie. Comment évolue-t-elle telle que nous voyons? Elle ne s'arrête pas, elle progresse. Est-ce que le gouvernement va-t-il envisager des solutions qui vont faire qu'on puisse reprendre l'école? En tout cas, nous attendons l'ordre du gouvernement. Est-ce que vous êtes disposé, par exemple, à faire des propositions en ce qui concerne notamment
les dispositions, des mesures sanitaires dans les écoles. Est-ce que la CONAPEPCO est prête à faire des propositions au gouvernement? Ah oui, 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 mais nous sortons des journées de réflexion sur la survie de l'école privée congolaise et au cours de ces journées, nous avons abordé pas mal de problèmes. Prenons le cas, comment faut-il amorcer la rentrée prochaine lorsque nous voyons les difficultés qui sont au niveau d'abord de l'État lui-même, qui a des classes pléthoriques avec moins de salles de classe. C'est un problème. Mais à notre niveau, oui, nous n'avons pas le même problème. C'est-à-dire que les classes ne sont pas pléthoriques, en dehors du fait qu'il y a aussi certaines salles qui sont de dimension réduite. Mais justement, sans vous couper, venons-en, comment la CONAPEPCO compte-t-elle faire observer les mesures barrières dans les salles de classe lorsqu'on sait que dans certaines écoles privées, l'exiguïté des salles est un véritable problème, Monsieur le Président? J'en arrive. Justement, il n'y a pas de problème. Ce que vous appelez l'exiguïté des salles, ça c'est pas général. Hein. C'est des cas particuliers. Et déjà même avant qu'il n'y ait cette situation où il faut parler de distanciation physique et autres, déjà l'école privée, quand vous alliez dans ces salles de classe que vous trouvez réduites, aux dimensions réduites, il était rare de trouver plus de 20, 30, 40 élèves. Déjà, donc, on respectait déjà. Obligés par les dimensions des salles, pour certains, ils étaient obligés de mettre un nombre réduit. Mais aujourd'hui, la situation va se présenter encore autrement. Si ceux qui avaient des classes réduites, des dimensions réduites, avaient l'habitude de mettre 15, 20, 30 élèves, mais aujourd'hui sont obligés de faire la moitié. Et l'autre moitié ira où? Non, mais il est question pour nous de créer d'autres classes pédagogiques. C'est ce que nous sommes capables de faire. Créer d'autres classes pédagogiques. C'est ça qu'on envisage de faire. Maintenant, nous avons dit, le problème, il y a, en dehors du fait qu'il faut gérer les classes pour respecter les distanciations physiques, d'accord? Mais il y a un autre aspect de problème. Si on peut réussir à mettre peu d'enfants dans une salle de classe, mais si tout le monde vient au même moment, oui, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, oui. Ça ne passe pas, c'est pourquoi nous disons il y aura ce que nous on appelle déjà un délestage pédagogique. C'est-à-dire que, oui, pas à la dimension que nous entendons dire, où les élèves vont fréquenter 3 ou 4, 3 jours par semaine. Non, pour nous, les élèves doivent fréquenter toute la semaine, comme d'habitude. Et alors le scénario pourrait être quoi? Oui, le scénario, c'est que, 1, il faut respecter le nombre d'élèves qu'il faut mettre en chaque salle. 2, gérer les récréations. Gérer les récréations. C'est-à-dire que, bon, tous les élèves ne sont pas obligés d'aller en récréation au même moment. Il suffit de faire ce type de délestage, on peut réussir. Tout comme aussi, tous les élèves peuvent être mis par vague. C'est-à-dire une vague qui, dans le temps, ils appelaient ça le tiers-temps pédagogique, où les enfants venaient pour travailler pendant 3 heures de temps. Cette vague s'en va. Une deuxième venait travailler 3 heures de temps. Et dans la journée, vous voyez bien qu'on peut utiliser 4 vagues à la fois et au moins réussir mieux que si on disait aux enfants de venir 3 fois par semaine. Ça, c'est ce que nous avons déjà préconisé. Oui. Ça va arriver sur la table de nos ministres de tutelle. Est-ce qu'à ce moment-là, est-ce qu'on ne pourrait pas vivre, par exemple, une rentrée, comme on appelle une année scolaire un peu plus longue quand même? Non. En termes de programme, nous avons déjà envisagé tout ça. Vous savez que cette année qui vient de s'écouler, les enfants n'ont pas achevé les programmes. Non. Ça, c'est évident. Si vous avez un enfant qui était au CP2, qui va au CE1, ne vous réjouissez pas. Non, même si on a calculé la moyenne de passage, ces enfants n'ont pas le niveau. C'est une mesure qui a été prise justement pour essayer de faire face à la situation qui s'est posée. Donc, il n'y aura pas à penser qu'on va s'arrêter là. C'est pourquoi nous avons proposé qu'il faut un programme spécial pour l'année prochaine. Ce programme devait permettre de combler les vides de cette année qui vient de s'écouler et embrasser justement le programme de l'année suivante. Et automatiquement, l'année scolaire devenait très longue et
c'était évident qu'on devait démarrer tôt. Pour nous, ça pouvait même démarrer en septembre et terminer vers fin juillet, par exemple, l'année prochaine. Et vous savez que l'année prochaine, il y a encore un événement qui va nous empêcher de mieux travailler, c'est qu'il y aura l'élection présidentielle. Donc on doit tenir compte de tous ces facteurs pour pouvoir mettre en place un calendrier scolaire souple que nous voulons et adapté à la réalité que nous allons vivre. Vous avez l'espoir de bénéficier d'une oreille attentive du gouvernement concernant vos propositions, Monsieur le Président? Nous ne sommes que partenaires. Nous réfléchissons, nous mettons sur la table du gouvernement nos propositions. Il appartient au gouvernement de gérer ces propositions. Elles peuvent être bonnes ou mauvaises parce que nous n'avons pas la maîtrise de toutes les données possibles. C'est le gouvernement qui a la maîtrise, qui peut savoir. Vous voyez, si jusqu'aujourd'hui le gouvernement ne nous annonce pas la date de la rentrée, c'est qu'il y a quelque chose qui empêche justement de voir comment on va redémarrer. Nous avons, j'ai oublié de vous le dire, nous avons fait une autre proposition aujourd'hui. L'État a près de 200 élèves par salle de classe. Ça, c'est évident. Et il faut donc respecter la distanciation physique. Ça veut dire quoi? Que les 200 élèves qui devaient être dans une salle de classe, ils doivent les mettre dans 4 salles de classe. Et c'est évident automatiquement que le gouvernement n'aura pas suffisamment de salles de classe. Il ne pourra pas les construire en une semaine. Ce n'est pas possible. Et nous sommes, selon nos propositions, nous avons demandé que le gouvernement exploite, n'est-ce pas, les structures qui sont disponibles au niveau de l'école privée. Vous trouverez des écoles privées qui ont des salles disponibles. Après avoir géré eux-mêmes ce problème de distanciation, il peut avoir certaines écoles qui auraient encore des salles de classe disponibles. Le cas de l'école Souéné qu'on a vu. Bon, moi, je ne veux pas parler de Souéné, mais il y en a beaucoup comme ça, les écoles. Vous voyez vous-même. Bon, donc c'est à l'État de profiter justement. Nous avons constaté par exemple quand on a demandé aux élèves des classes d'examen de reprendre. Vous avez vu au niveau du lycée de la Révolution, il y avait près de 24-27 salles de classe pour les classes terminales. Du coup, le nombre d'élèves dans la salle, est-ce qu'on avait respecté la distanciation? Le nombre de salles de classe, combien il y en a eu là-bas? Est-ce que ça suffisait? Là encore, c'est seulement pour les classes d'examen. Et imaginez quand toutes les classes vont reprendre, il n'y aura pas de l'espace au public pour respecter cette affaire de distanciation. D'où nous ouvrons déjà la main. L'État peut profiter des structures disponibles dans certaines écoles privées. Et je le dis en connaissance de cause parce que nous avons des écoles qui peuvent avoir de l'espace disponible après avoir géré leurs propres effectifs. Et qu'on n'a qu'à profiter, et bon, on verrait maintenant la mise en œuvre d'une telle organisation, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Dernière question, Monsieur le Président, parlant à présent de la CONAPEPCO, la Convention nationale des écoles privées du Congo, que vous présidez. Pouvez-vous nous parler de ces missions, les missions de la CONAPEPCO et de quelques réalisations qui peuvent être mises à son actif depuis sa création? Aujourd'hui, la Convention nationale des promoteurs des écoles privées du Congo compte 20 ans. 20 ans, c'est l'âge de la maturité. Et c'est pour dire qu'il y a beaucoup de choses que nous avons pu réaliser. En créant notre association, nous nous disions, la mission première, c'est de contribuer au redressement du système éducatif congolais. Ça, c'était la mission première. Donc, nous devons aussi apporter quelque chose de notre. Ça, c'est un. Deux, effectivement, comme toute organisation, on ne se retrouve pas pour ne pas chercher à défendre nos intérêts. Nous avons des intérêts au niveau des promoteurs qu'il faut défendre. Ça, ce sont les deux grands objectifs que nous avons au niveau de notre association. Qu'est-ce que nous avons fait? La première des choses, nous avons réussi à faire que les promoteurs soient un. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs associations dans le temps, et nous avons réussi à en faire qu'il y ait une seule association depuis 20 ans. Même si aujourd'hui, il y a d'autres voix qui s'élèvent encore pour nous divertir. Bon, nous savons pourquoi. Ça, c'est deux. L'autre combat que nous avons réussi, c'est que dans le temps, les rentrées scolaires étaient disparates. C'est chaque école qui décidait de sa rentrée scolaire et tout. Et nous avons pu mettre de l'ordre et désormais, nous nous alignons à la rentrée scolaire qui est programmée par le gouvernement. Ça, c'est déjà une victoire. Bon,
s'il faut parler d'une troisième victoire, est-ce que je dois appeler victoire? Non, le fait que nous avons essayé de nous faire entendre auprès des administrations. Vous avez les impôts, vous avez la SNCS, vous avez la police, vous avez toutes les administrations qui viennent vers nous parce que eux, à leur niveau, ils veulent appliquer les textes en vigueur. Malheureusement, nous disons à certains endroits que ces textes, pour certains, ne sont pas adaptés à la réalité de l'école privée congolaise. Et aujourd'hui, quand nous sommes retrouvés dernièrement, nous avons demandé qu'il y ait la révision de certains de ces textes qui devraient, parce qu'aujourd'hui, ils ne connaissent pas quel est le statut de l'école privée. Il y en a qui vont nous assimiler à des commerçants. Nous, on vend quoi? Le savoir ne se vend pas. Quand vous voyez les dispositions au niveau international, ce n'est pas une denrée qui est vendue, le savoir. Donc on n'est pas commerçant là d'office. Bon, les gens jugent l'école privée quand ils voient les quelques élèves dans la cour, ils se disent « Ah, ces gens-là s'enrichissent ». Non, nous avons toujours dit « Il n'y a pas l'argent à l'école privée, il n'y en a pas. » Il n'y en a pas. Vous pouvez être rassurés. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on constate un phénomène. Surtout cette année, beaucoup d'écoles sont en train de se préparer, et surtout, toujours dans cette mauvaise volonté. On vient, on prend la peinture, on trouve une maison quelque part libérée, on en fait une école, mais ça c'est déjà dépassé. Le gouvernement devait se lever déjà, même les parents d'élèves aujourd'hui, même les parents d'élèves eux-mêmes. Est-ce que c'est le moment d'envoyer encore un enfant dans une maison transformée en école, surtout dans cette période de Covid-19? Le fait même que même une famille de 10 personnes qui se retrouvent dans une maison, on est étouffé. Et combien de fois vous allez prendre les enfants de tout pour les mettre dans une maison transformée en école, vous mettez 10, 15 ou 20 élèves là-dedans, mais à notre avis, c'est un lieu d'excellence de propagation du virus. Et les parents sont conscients, devraient faire des analyses avant d'envoyer leurs enfants aujourd'hui. Hier encore, il n'y avait pas de danger, on pensait que... Mais dans une salle de classe, les enfants respirent le même air. Imaginez, en cas de... Comment ça se passe? Donc il y a plus de danger pour ces maisons qui sont transformées en école. Et nous attirons l'attention surtout du ministre d'enseignement primaire et secondaire. C'est à ce niveau qu'il y a ce fléau-là. Ils doivent prendre les dispositions, rappeler les gens à l'ordre pour éviter justement que ce genre de fléau continue à prendre de la place. Monsieur Claubert Ibinda, merci d'avoir accordé un peu de votre temps à notre rédaction et bonne continuation. Merci beaucoup pour nous avoir donné l'opportunité de nous adresser à ceux qui nous ont suivis, aux téléspectateurs, en même temps de nous adresser aux promoteurs, aux élèves, et pourquoi pas aux parents d'élèves qui pourront nous suivre pour qu'ils sachent que l'école privée est bel et bien là. L'école privée, c'est un partenaire incontournable de l'école publique et du coup, l'école privée joue un très grand rôle dans la société congolaise. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce numéro de l'invité de la rédaction du groupe Congo Média. Merci à Vivin Chanel Mbemba qui était à la caméra. Merci également à la collaboration rédactionnelle de Sylvain Mamiongi, rédacteur en chef du groupe Congo Média. Au revoir et à très bientôt.